Bonjour. Je me présente. Donc, je suis Yaël Pierrat-Frappé. Je suis née dans une famille de prolétaires, d'ouvriers, d'exploités, enfin, c'est selon. D'une mère complètement catholique, pratiquante, et d'un père athée communiste. Ce qui fait que le cul entre deux chaises, un peu. Et genre, vous voyez, je pourrais être la fille naturelle un peu de Mère Teresa et Robert Hue. Ce qui ferait de moi une sorte de sœur Marie-Thérèse des Batignolles sans les Rangers. Donc, pas facile de trouver sa place, en fait. En gesticulation, ça pose pas de problème, en fait, parce que la gesticulation, c'est entre la conférence et le spectacle. Et donc, on a aussi le cul entre deux chaises, entre le froid et le chaud, on n'est pas à l'abri de vous emmerder par trop de savoir froid, et puis pas à l'abri non plus d'en dire trop sur nous, et puis que ça peut fâcher avec la famille. Bon, voilà, donc au début de ma formation en conférence gesticulée, moi j'aime bien raccourcir les mots, vous voyez, cathomuniste, je suis une cathomuniste, donc raccourcir les mots, conférence gesticulée, ça c'est un concept. Hein. Ça c'est un concept. On ne sait pas trop lequel, mais c'en est un. Alors, conférence gesticulée, je me suis dit, tiens, puis donc la première semaine, alors chez les gauchistes révolutionnaires, je vais vous dire, ça désingue un masque. Et je me dis, putain, il en faut quoi, enfin, vous voyez. Et je me disais, conférence testiculée, ça ressemblerait mieux à ce qu'on fait. Et puis, conférence testiculée, c'est encore long, donc je me dis, tiens, je fais une contesticulée en fait. Et puis non, je conteste rien. Donc, j'ai plutôt réduit en disant confesticulé. Confesticulé, ouais, ça sonne bien. Hein. Oui, parce que c'est plutôt une confession que je vais vous faire un peu ce soir. Vous avez deviné, j'aime bien jouer avec les mots, donc on va un petit peu voir ça. Et ça, pardon, j'ai un tic de langage, ça c'est fait. Excusez-moi. Donc ça c'est fait. Je me suis aperçue de l'importance des mots quand on a commencé à vouloir me faire taire. Et là, c'était quand j'ai réussi à dire non pour la première fois à mon père sans crever de trouille. Et là, sûrement les mots ont vraiment de l'importance. Ah oui, donc ce que je vais vous raconter quand même, je vous le présente. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est comment ce sauveur est devenu mon sauveur, comment on peut faire une prise de conscience face à un rôti, et comment une langue peut devenir une prison. Albert Einstein a dit « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Il y a plusieurs manières de regarder les choses. Regardez ce seau, par exemple. Vous voyez, moi, pendant de longues années, moi, j'ai vu ce seau comme plutôt un symbole d'aliénation. Hein, vous voyez, d'aliénation féminine, mère de famille nombreuse. C'est un problème récurrent. Hein. Et puis ce seau, en le regardant d'une autre manière, on se dit, tiens, il peut mieux faire. Il peut faire rire, par exemple, sur une porte à moitié remplie en attendant votre compagne ou votre compagnon. Ouais, il peut faire rire. Il peut aussi être très, très chic dans le 16e, avec des bottes en caoutchouc, avec des fleurs. Vous savez, ça se fait ça en ce moment. Donc, pour faire son petit marché. Il peut aussi faire art déco dans la Creuse, dans un coin du salon avec un bambou planté dedans. On peut en voir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de regarder les choses. Il y a aussi plusieurs manières de laisser faire les choses. Alors, en 91, moi, tous les matins, je vais au bureau, comme vous me voyez là, avec mon seau. Pourquoi je vais au bureau avec mon seau? Eh bien, en 91, j'ai 31 ans. Je suis assistante de direction trilingue dans la Creuse. Enfin bon, dans la Creuse, trilingue, c'était trop quoi. Une langue aurait suffi, le patois creusois, histoire de se faire intégrer plus vite. Mais bon, là, je suis trilingue, j'ai trouvé un boulot. Et alors, je suis contente parce que je suis passée du col bleu au col blanc.
J'ai réussi, j'ai fait des études de langue vivante. Ah oui, parce que j'adore les langues vivantes. J'ai 2 certitudes dans ma vie. J'adore les langues et les écritures. Et puis, je suis donneuse de leçons. Ça, bon voilà, c'est très très désagréable pour les autres. Moi, je m'en débrouille assez bien. Donc voilà, je suis dans la Creuse. Et puis, donc je me suis mise au vert. Je suis passée du col bleu au col blanc. Et blanc. J'ai pas pu faire autrement, j'ai viré au rouge. Je suis devenue déléguée syndicale. D'assistante de direction, je suis devenue déléguée syndicale. Et puis une assistante de direction qui vient déléguée syndicale, eh ben, on lui prépare un petit placard. Donc je suis au placard, dans l'entreprise où j'ai été embauchée en Creuse. Je suis au placard, ça fait 6 mois que je suis dans mon placard. Alors le placard, c'est l'antichambre du suicide ou du meurtre selon le degré de lâcheté de votre patron. C'est un petit bureau, on m'a démis de mes fonctions, une par une. On a donné tout mon travail en fait aux collègues qui étaient dans le service administratif. Et puis on m'a rétrogradée. Mais vraiment, c'est-à-dire du premier étage, je suis partie au rez-de-chaussée, presque au sous-sol, parce que c'était entre la cuve à fioul et le distributeur de boissons. Parce que là, il y avait du passage en fait. Mon bureau, tout petit, sans fenêtre, était constamment ouvert. J'étais condamnée à l'ennui forcé, visible. Il fallait que les gens me voient, parce qu'il ne fallait pas que je fasse de cartes. Donc, sur mon bureau, c'était à peu près ça, tout petit. J'avais un téléphone, mais c'était un téléphone pour faire semblant. Il n'y avait pas de ligne extérieure. Je ne pouvais appeler personne. Bah oui, il ne fallait pas que les gens croient non plus que j'étais vraiment punie. Mais il fallait qu'ils sachent que j'étais au pilori quand même. Parce que c'était important pour le patron. Et puis j'ai un ordinateur. Alors j'ai un ordinateur, ça ressemble à ça, hein, l'ordinateur des années 90. Hein. J'ai fait une brocante pour en trouver un. Et donc j'ai un ordinateur, et sur cet ordinateur, je dois taper 5 commandes, des fois plus, un petit peu plus, par jour. Donc les journées sont longues, mais je suis condamnée à l'ennui forcé, quoi. Et puis, bah, les collègues qui passent, bah, ils me regardent, mais ils ne me disent plus bonjour. Parce que la discrimination, c'est contagieux. Donc je suis à mon bureau et comme tous les matins, j'attends que le chef du service entretien m'apporte les commandes de son service. Et puis je sais pas, ça devait être un matin de pleine lune. Je sais bien que ce gars, il n'est pas très net avec moi. J'ai beaucoup de mal des fois à regarder les distances. Puis sûrement là, ouais, un matin de pleine lune, enfin, ouais, une veille de pleine lune, il arrive et il vient tout près de moi comme ça, puis il me fait: tu verras, la prochaine fois que tu vas aux champignons, eh ben, tu pourras gueuler, personne ne va t'entendre, je te coincerai. Alors là, bah, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle, moi je suis venue en Creuse, c'est pour être tranquille dans les bois quand je vais aux champignons. J'ai pas envie qu'on me fasse peur là. À l'usine, je m'en accommode plus ou moins de cette espèce d'état d'esprit, de ce harcèlement. Mais je ne veux pas avoir peur quand je vais aux champignons. Alors, ça me plaît pas. J'y pense beaucoup. Bon, je tape mes commandes quand même. Et puis le soir, je rentre chez moi. Parce que je suis autorisée à rentrer chez moi quand même. C'est le pilori, mais pas la garde à vue, hein, le placard. Donc je rentre chez moi et j'en parle à mon compagnon de l'époque. Et ben, mon compagnon de l'époque, il m'encourage très fort à résister parce qu'il est réfugié politique vietnamien. Donc il en a vu d'autres. Et puis on réfléchit ensemble, et puis dans la cuisine, y a ce seau. Ça fait ni une ni deux, le lendemain, je vais au bureau avec le seau. Et puis, je le remplis, et puis je le pose là. Et là, j'attends le chef du service entretien. Mais là, je suis contente. J'attends presque avec impatience. Il arrive. Bonjour. Et il me balance les commandes. Et puis, dans les commandes, il y a une superbe image, une superbe photo de femme pulpeuse. En fait, c'est une image pornographique. Et moi, je prends le truc et je dis: virez-moi ça et sortez tout de suite. Et là, il me regarde. Sinon quoi?
sinon. Et il me dit, t'oseras jamais, il y a l'ordinateur. Bah, je lui dis, on essaye. Et alors là, je lui dis, sinon, vous allez avoir du mal à expliquer pourquoi vous sortez trempé de mon bureau. Et là, il est sorti. Et alors, pendant les 4 ans qui ont suivi, il n'a jamais pu livrer les commandes le matin. Il a envoyé d'autres personnes de son service entretien. Il s'est dit, finalement, tant qu'à mouiller quelqu'un, autant que ce ne soit pas moi. Donc voilà, ce seau, il est précieux. En fait, voilà, je le chéris beaucoup. Je ne vais pas vous dire à quel syndicat j'étais parce que ça m'a rendu un peu schizo et un peu parano quand même. Je ne sais jamais. Des gens, voilà. Donc voilà, je ne vous dirai pas. Pour les plus timides, les filles ou les garçons à qui ça peut arriver, pour les plus timides, vous savez que un gobelet peut suffire. Hein. C'est pas la peine d'aller tout de suite là. Un gobelet peut suffire. Il y a aussi le pchit. Le pchit à jet directionnel très, très, très serré. Parce que ça marche sur les perroquets et sur les petits chatons quand on veut les éduquer. Et donc ça peut suffire. Mais si les symptômes persistent, n'hésitez pas à passer à la taille supérieure. Et puis pour les Parisiens là, qui auraient peut-être leur bureau près de la cantine, on peut changer la qualité de l'eau. Petite eau de vaisselle, ça peut être encore plus dissuasif. Ou moi je sais qu'à un moment j'avais eu l'idée d'y mettre du purin d'ortie, juste pour réaffirmer mon côté un peu écolo. Ça fait mal. Mais attention, je vous m'en garde, jamais de produits corrosifs. Hein. On n'est pas des terroristes non plus. Hein. Donc ma mission syndicale aurait pu s'arrêter là. Hein. Mais à la place de ça, c'est vrai que je ne suis plus allée aux champignons. En même temps, c'est pas à cause du type que je ne suis plus allée aux champignons. C'est parce que c'était juste après Tchernobyl. Puis je me suis dit qu'il valait mieux enraciner la présence syndicale dans cette usine, et dans les usines en général, plutôt que de se bouffer des champignons irradiés. Et donc, du coup, j'ai pensé qu'aussi, à terme, une présence syndicale dans une usine, ça pouvait largement contribuer à une amélioration écologique, quoi, dans ces usines. Il y a des situations plus tragiques, en fait, qui concernent le harcèlement. Ça me rappelle une petite fille, là, qui s'appelle Kaina, et qui était une amie de mes enfants, et qui était abusée entre l'âge de 6 ans et de 12 ans. Elle a été abusée par son tuteur et beau-frère. Puis cette petite fille-là, ça a mis 6 ans avant qu'elle puisse dire ce qui lui arrivait. Et il y a des silences lourds sur des petites épaules. Hein. D'autant plus lourds que cette petite était sourde. Et qu'elle venait d'une île, de la Martinique. Et cette petite a mis 6 ans avant d'apprendre la langue des signes en France pour pouvoir dire enfin à un adulte de confiance ce qui lui arrivait. Cet adulte, ce sera moi. À peine j'avais noté son premier témoignage, elle s'est fait violer pendant 6 ans. Et à peine j'avais été informée de ça, que son tuteur et beau-frère donc s'est suicidé. C'est lourd. Ça veut dire aussi que les personnes qui harcèlent, tant que ça reste entre la victime et lui, ça ne pose pas tellement de problèmes de conscience. Donc, ça fait émerger un espoir là-dedans. C'est que s'il y a une tierce personne ou si la sensation qu'il va s'en sortir mouillé, n'est-ce pas, s'il y a une tierce personne qui sait et qui sait ce qui se passe, le harceleur recule, quoi, et cesse ses actions. C'est important de savoir ça. Je vais vous donner une note d'espoir quand même, parce que il y en a. Alors, c'est un court-métrage qui se passe genre Soweto, une banlieue pauvre d'un pays d'Afrique. Hein. Et ce court-métrage relate un moment vraiment exceptionnel. On marche dans la rue, donc, et il y a des cris dans une maison. Puis vous savez, les baraques, elles sont des parois minces, là, donc on entend très bien. Il y a des cris d'une femme qui visiblement se fait maltraiter. Et en entendant cela, il y a une voisine qui sort avec
une jatte en bois, un bol en bois, puis qui tape avec sa cuillère en bois dessus, puis qui vient se poser devant la porte de la maison. Elle ne fait rien de plus. Et puis petit à petit, elle est rejointe par une autre femme, une autre femme, une autre femme du voisinage, du quartier. Et elles se mettent à taper ensemble devant la maison. Et là, les cris s'arrêtent. Le mec sort en furie. Il regarde toutes ces femmes-là. Ça y est, il est vu. Et il se fraye un passage mauvais parmi ces femmes. Et on a fort à parier qu'il ne reviendra pas. Et la dame de la maison sort et prend une femme, sa première voisine, dans ses bras. C'est pour dire que c'est... Voilà, il y a des notes d'espoir. Quand on sait, c'est mieux de faire, d'arrêter de faire comme si on ne savait pas, quoi. Et voilà, solidarité féminine, dans ce cas-là, c'est intéressant. S'il est silencieux, donc les sourds sont des proies plus faciles que les entendants, hein, eh bien c'est la faute à Aristote. Aristote 384-322, savoir froid, je vais le placer. Aristote, il a dit, à un moment, il a dit « pas de parole, pas de raison ». Bon, Aristote, je ne sais pas s'il avait rencontré des sourds. Moi, j'aurais plutôt vu le truc comme pas de son, il reste l'image. Alors, je pense qu'Aristote, il n'avait pas rencontré de sourds. Mais cet adage-là a fait que pendant des siècles, là, les sourds ont été pris pour des demeurés, quoi. Parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer, ils n'avaient pas de moyen d'exprimer quelque chose d'intelligible pour cette superbe majorité d'entendants. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, le préjugé d'Aristote, bon, il n'a pas fait que des conneries, Aristote, hein, non plus, mais il n'a pas joué fin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a encore des familles qui se battent. J'ai encore eu un mail il n'y a pas longtemps d'un monsieur qui me disait « Je me suis battue toute ma vie pour que mon frère ne soit pas interné en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il a, votre frère? Il est sourd. » Bah oui, c'est la médecine, quand elle rencontre un sourd profond, irréparable, eh bien, elle propose à la famille de le placer en hôpital psychiatrique. Encore, en ce moment. Moi, en 84, eh ben, j'ai 2 points communs avec Aristote. Le premier, c'est que j'ai jamais rencontré de sourd. Et le deuxième, c'est que je suis pleine de préjugés. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que aquí empieza mi cuarteta. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando. En 84, je sors de la fac de lettres. Et puis, pour moi, le monde, c'est un bonnet péruvien. C'est plein de couleurs. Je traîne avec les réfugiés politiques, sud-américains, j'adore ça. À un moment même, je me fais embarquer par les flics parce que j'applaudis un groupe sud-américain dans le métro. Et les flics m'ont... Pardon. Et les flics m'ont embarqué dans le panier à salade parce que j'applaudissais un groupe de Chiliens qui jouait de la musique. Enfin voilà, donc, mais moi, voilà, en 84, je suis vraiment, naïve et pleine de joie, pleine de vie. Bon, c'est à peu près à ça que je ressemble quand je pars en Colombie. Et je vais en Colombie, comme ça, sac à dos, je ferai du bus et du stop, voilà, tranquille. Alors, on a une chance inouïe. Quand on part en Colombie, l'avion tombe en panne au-dessus du Venezuela et on est bloqué, tous les passagers sont bloqués pendant 2 jours à Caracas. Bon, ça c'est merveilleux parce que ça a créé des contacts avec tous les passagers, ce qui fait que moi pendant mon mois et demi de périple en Colombie, j'avais rien prévu. Et là, il y a plein de passagers qui me disent, bah, tiens, je te donne le contact de ça, tu peux aller voilà, faire l'ascension d'un volcan. Et j'ai plein d'invitations, j'ai au moins une demi-douzaine d'invitations.
pour organiser un périple vraiment super en Colombie. Et puis, c'était dans la période de Noël. Et moi, je dis, à Noël, j'ai un rêve. Je veux aller voir les Guambianos, les Indiens Guambianos, parce que je suis fan de natifs. Et les Guambianos, ben voilà, ils ont un artisanat magnifique. Et ça m'intéresse beaucoup d'aller les rencontrer. Et je me retrouve à Silvia. Silvia, c'est dans la région de la Cauca. Dans le bus, j'ai rencontré un monsieur fort sympathique qui me prend sous son aile, qui me protège. Et ce monsieur, il me dit qu'il est bombero. Bombero, ça veut dire pompier. Et alors, ce pompier, à un moment, attrape quelque chose dans le bus. Et je vois qu'il a un pistolet, là. Alors, je me dis, tous les pompiers, ils ont des pistolets en Colombie. Parce que, voilà, je ne suis pas plus renseignée que ça. Et puis, bon, il est très gentil. Et il me dit, bon, ben voilà, si tu veux, on pourra faire du cheval dans la Cordillère des Andes. Putain, le rêve, les Guambianos, le cheval. Et il a des amis qui ont un petit hôtel juste à Silvia, dans le village où je vais rencontrer les Guambianos. C'est merveilleux, c'est idyllique. Enfin, mon Noël, génial, quoi. Je rentre à l'hôtel et la dame qui tient l'accueil me dit, hola, señora, usted es francesa. ¿Cómo está? Hay un francés también que llegó ayer. Elle me dit, bon, super, vous êtes française. Et hier, vous avez drôlement du bol parce qu'il y a un Français qui est arrivé. Donc je dis, chouette, en plus, je vais pouvoir parler ma langue. Ça faisait 4 semaines que j'étais là. Et je dis, super. Donc, je vais rentrer dans ma chambre. Et quand j'ouvre la porte de la chambre, tout hôtel très beau marché, hein, j'ouvre la porte et il y a des dizaines de bestioles grosses comme ça qui se filent dans tous les coins et qui se posent dans la douche, le bac à douche. Il y a des carreaux de cassés à la chambre, enfin, c'est assez... ça fait un peu peur. Des bestioles comme ça, les bestioles comme ça, c'est des cucarachas. Les cucarachas, c'est une grosse blatte qui fait à peu près la taille d'une grenouille. Et j'avais pas encore fumé. Hein. Mais par contre, je les regarde dans la douche, là, puis je les regarde de discuter avec la petite antenne, et puis j'ai pas encore fumé, mais j'ai lu tout Verbère. Les fourmis, le jour des fourmis, la révolution des fourmis. Et je me dis, elles vont pas me laisser la chambre sans lutter, ces bestioles-là. D'autant plus qu'on dit que les insectes, ils captent l'ambiance extérieure. Et puis là, on est dans la Cauca, c'est la région où sont nés les FARC en 1948. FARC, force d'armée révolutionnaire, force armée révolutionnaire colombienne. Alors je me dis, bon, voilà, je m'assois du bout des fesses sur un lit, puis je les regarde discuter. Puis je me dis, bon, je vais aller voir si le français est mieux loti que moi. Là, j'ai frappé à sa chambre, j'ai le numéro, je frappe. Pas de réponse. Je frappe un peu plus fort, toujours rien, je suis dépitée. Je vais retourner avec mes blattes. Et puis, voilà, je les regarde, je me dis, putain, comment je vais m'en sortir, ces bestiaux-là, je voudrais pas que ça rentre dans mon lit ce soir. Et je suis dans ma rêverie cauchemardesque. Et puis d'un coup, bam, 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 bam. Des coups énormes. Je dis, vous savez, comme dans les films, la police américaine, dans les films, ça frappe très fort. Je dis, bon, voyons, on est dans la région, donc la Cauca, c'est la guérilla. Hein. Il y a Bettencourt qui a juste amnistié 400 guérilleros. Je me dis, non, c'est pas des flics, ils vont pas se risquer là-dedans. Donc, je réalise que ça pourrait être... Est-ce que ça frappe les guérilleros avant d'entrer? Je sais pas. Mais en tout cas, déjà avec les blattes qui m'avaient bien conditionné pour avoir la trouille, là, je meurs de peur. Je me dis, bon, allez, fais face à ta mort. Joyeux Noël, Yael. Et je vais ouvrir. Et je suis prête à mourir. Vraiment. Je suis vraiment prête. Et en fait, un mec mignon, avec un sourire jusque-là, je me dis, je suis français. Avec un t-shirt, je suis français. Je me suis dit, mais putain, il est fier de ses origines, lui. Et bon, super. Je lui dis, voilà. Non, je lui dis pas hola parce qu'il est français. Donc je lui dis, salut, ça va, je m'appelle Yael. Puis il me sort un petit papier, il me serre la main, puis il me sort un petit papier, puis c'est écrit, yo soy sordo, I am deaf, je suis sourd. Et puis dans d'autres langues aussi. Il apprenait le russe aussi. Donc les bras m'en tombent, c'est pas le moment. Il va falloir assumer, assurer, quoi. Et, parce que les signes, ça se parle avec les mains, quoi. Mais là, j'ai aucune idée de la langue des signes pour l'instant. Et c'est lui qui m'a appris les premiers signes que j'ai découverts, en fait.
Et c'est grâce à lui que je vais définitivement sceller des préjugés positifs vis-à-vis de la communauté sourde. Parce qu'en plus, c'était mignon. Très mignon. Alors, il m'apprend plein de signes. Dire bonjour, par exemple. Bonjour dans toutes les langues. Il apprenait non seulement les langues vocales, par écrit les langues étrangères vocales, mais il apprenait aussi les langues des signes d'autres pays. Il faisait le tour du monde. Alors, il m'apprend à dire bonjour. Vous l'essayez, bonjour, aux États-Unis, comment ça se dit? Bonjour. Hello, donc ça se dit hello, hein, bien sûr. Et puis c'est la casquette, vous voyez la casquette, voilà. Parce que quand on apprend une langue des signes, on apprend aussi la culture du pays, ce qui est très intéressant. Hello. Donc vous avez aussi hola, hola. Ça c'est espagnol ou sud-américain, hola. Hola. J'ai aussi ni hao. Si tu veux me corriger, tu peux. Ni hao, c'est bonjour en chinois. Ni hao. Et puis, il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, konnichiwa. Vous devinez? Hein? C'est japonais, mais c'est pas l'appareil photo. Hein. C'est les deux têtes qui se disent bonjour. Konnichiwa. C'est mignon. Hein. Et puis, annyeonghaseyo. Ça, c'est du coréen. Je suis pas sûre du tout de la prononciation. Annyeonghaseyo. Hein? On met les mains sur la... Voilà, donc c'était mes premiers signes. Voilà, c'était bonjour dans plein de langues. Alors ce gars, il apprenait... Vous imaginez ce que c'est pour un sourd d'apprendre une langue étrangère? Déjà, d'apprendre la langue dans le pays où ils sont nés, c'est déjà pas évident. Parce que pour eux, les mots doivent être photographiés en fait comme des images. Parce que ça ne correspond pas du tout à leur langue, ce qui est écrit. Parce qu'ils n'entendent pas. Donc, ce gars, il retenait chaque mot dans toutes les langues il retenait l'image de chaque mot, ce qui faisait qu'il pouvait les réécrire. Bah oui, regardez, la langue des signes, on appelle ça l'iconicité de la langue des signes. Par exemple, ça, c'est un lit en langue des signes française. Vous voyez, parce qu'il a été créé à l'époque des baldaquins. Vous voyez les baldaquins, là? Bah ça, c'est un lit. Sauf que, donc ça ressemble au lit. Mais quand on écrit lit, bah ça ressemble plus à un lit. Ou alors il n'est pas confortable, quoi, parce que... ça ressemble plus à un lit. Et donc c'est ça qui a commencé à me fasciner avec la langue des signes. Vous avez aussi le T. Là, je suis allée à Pékin rencontrer des sourds, des éditeurs sourds, et à un moment on discutait, puis alors j'ai fait 10 jours en Chine qu'avec la langue des signes. J'ai pas eu besoin, ni hao je l'avais, mais j'ai pas eu besoin d'apprendre le chinois pour aller en Chine. La langue des signes, ça suffisait pour rencontrer des sourds. Je demande un thé un moment, je dis j'ai soif, est-ce que je pourrais avoir un thé? Je fais ça, c'est l'infusette dans le bol, vous voyez. Et le sourd chinois en face me dit ah oui, tu veux ça? Vous voyez, ça va très vite hein, pour connecter le son. Alors donc l'iconicité est importante et c'est pour ça que ce gars-là que j'ai rencontré en Colombie, bah, c'était vraiment très improbable de rencontrer une telle personne avec une telle... c'est sourdoué quoi. C'est un sourdoué. Ouais, c'est un concept qui avance beaucoup, sourdoué. Il n'y a pas plus de surdoués chez les sourds que chez les entendants, c'est les mêmes proportions, hein, mais bon, coup de bol ce genre-là. Alors, il est sourdoué. Alors, je suis tombée vraiment sur deux improbabilités. Un guerriero qui me protège en Colombie et un sourd qui fait le tour du monde et qui apprend les langues. C'était vraiment deux improbabilités formidables. Donc voilà. Donc je suis dans mon petit chalet. J'ai créé ma société. Et voilà, donc ma société qui fait des jeux de langue des signes et de la formation langue des signes. Téléphone sonne. Oui, allô? Édition Pas d'ours, bonjour. Commercial. Oui. Oui, bonjour monsieur le commissaire. Oui, il est passé. C'est quelque chose de grave? Ah, vous avez besoin d'un interprète en langue des signes, mais non, je ne suis pas la bonne personne. Je suis interface en langue des signes. Oui.
Un accident. Une personne sourde qui est en... D'accord. Qui est en garde à vue. Ok. Bah, si vous voulez, oui, je vais pouvoir vous aider. Je vais vous donner le numéro de l'Association française des interprètes en langue des signes. Ouais. Ah, non, d'accord. Vous avez déjà essayé, ok. Ouais. Non, mais moi, je peux pas le faire. C'est comme si vous demandiez à un kiné d'aller faire une opération à cœur ouvert, je veux dire. Non, non. Non, moi, je suis interface. Je peux assister les sourds dans des situations de la vie quotidienne, les aider à faire une déclaration d'impôt, aller acheter un aspirateur, je sais pas, des choses. Non, monsieur le commissaire, la garde à vue ne fait pas partie pour tout le monde de la situation, d'une situation quotidienne, quoi. Bah non, moi, je sais pas ce que c'est. Sanction pénale, mais j'ai rien fait, moi. Réquisition. Vous me réquisitionnez? Ça veut dire quoi? J'ai 1 heure pour arriver. Ah, d'accord. D'accord, oui, bah oui, monsieur le commissaire, oui. Bah j'arrive. Non, j'ai juste le temps de chercher mes dictionnaires. D'accord. Je me sens pas à l'aise, mais je vais y aller. Donc j'envoie vite un mail aux copains sourds de la région. Je leur dis vite, il y a besoin d'un interprète en langue des signes parce que quand il y a un problème de justice, les sourds doivent être assistés d'un interprète professionnel en langue des signes. Sauf que moi, là, j'ai pas tellement le choix. Même si je suis interface, qui est largement le niveau en dessous, ben voilà, apparemment, je suis réquisitionnée. J'ai pas envie d'avoir des sanctions pénales. Et vite, je cherche quand même un interprète. Bon, il n'y a pas de réponse. Dans la voiture, je continue avec mon portable. Je téléphone à une copine qui a été interprète, mais qui est à Poitiers. Et qui me dit, fais attention, n'y va pas. Bah, je suis déjà dans la voiture. Parce que la personne sourde peut porter plainte contre toi si elle s'aperçoit que tu n'as pas les compétences. En même temps, ça va aller vite. Elle s'en apercevra très vite. Oui, mais alors dans ce cas, quoi faire? Bah, l'AFSIL, l'association donc des interprètes, peut aussi me faire des problèmes parce que c'est une usurpation de fonctions sans en avoir les diplômes et les compétences. Donc je dis, ouais, oui, mais entre la plainte du sourd, les problèmes de l'AFSIL et les sanctions pénales, le choix n'est pas facile, quoi. Bon, de toute façon, je suis en route, j'y vais, et puis advienne que pourra. J'arrive au commissariat, j'ai tapis rouge, hein. Eux, ils sont contents, ils ont leur solution, hein. Moi, je ne me sens pas vraiment la solution. Je veux dire, bon, bonjour, c'est quoi la garde à vue? Une dame très, très sympathique, hein, même avec un uniforme, hein, on peut être sympathique. Qui me dit, bah, c'est 24 heures, vous allez passer 24 heures. Ah ouais, mais moi aussi, enfin. D'accord, mais je peux téléphoner à mon mari, s'il vous plaît. Ouais, je téléphone à mon mari, je dis, allô, Seb, ouais, je suis en garde à vue. Non, je sais pas quand ils vont me... Non, bah non, je sais pas quand je vais sortir, vous dites 24 heures. Bon, écoute, il faut que j'y aille, je te rappelle. Tu n'avais peut-être pas assez dit. Ouais, il va me rappeler après. Donc, j'arrive. On m'attend. Donc, le monsieur, sourd, est encadré de 3 policiers. Et le chef, ce qui apparemment est le chef, moi je ne connais pas, hein, les grades sur les machins. Donc le chef me dit, demandez-lui s'il sait pourquoi il est ici. Bah, moi je bouge pas. Hein. Et après, bah, j'essaye de lui faire comprendre que le principe de la conversation serait plus facile si on enlevait les menottes, mais je ne veux pas lui dire, parce que s'il se sent trop con, un policier con, c'est dur à récupérer pour la suite. Et donc j'ose pas lui dire, puis j'attends un petit peu, puis oh, je suis mal à l'aise et il n'y a personne qui comprend tout de suite. Alors je dis, bah écoutez, ce serait peut-être plus facile en lui enlevant les menottes, parce que là, si je lui pose une question et qu'il ne peut pas répondre, il va s'énerver, quoi. C'est un petit monsieur de 70 ans, il n'a pas l'air bien méchant en plus. Et je dis, bah, écoutez, vous êtes bien assis sur une procédure, là, en m'appelant en tant qu'interface, alors que c'est un interprète pro que vous devriez avoir. Peut-être les menottes, ça peut peut-être venir un détail, non Et là, il dit, bon, on va aller voir les chefs, parce que normalement, non, ils n'ont pas le droit d'enlever les menottes. Pour ce qu'il a fait, il doit garder les menottes. Mais en même temps, on doit interroger dans les 24 heures. Mais ça risque de demander plus de temps, quoi, avec ça.
Je dis, bah, il faut choisir, hein, soit c'est 24 heures, soit vous enlevez les menottes. Donc il va voir son surchef, parce qu'il y a un surchef à l'étage. Puis bon, ça y est, il descend, bon, c'est bon, il n'a pas l'air méchant, on va lui enlever les menottes. Ça y est, le principe de la conversation langue des signes peut commencer. Donc moi, je me rappelle la première question, je lui dis, sais-tu pourquoi tu es ici? Et le monsieur me répond, oui. Deuxième question, deuxième demande. Dites-lui qu'il peut garder le silence jusqu'à l'arrivée de son avocat. J'y ai réfléchi longtemps à cette phrase. Parce qu'il leur a rappelé que j'étais pas une pro. C'est dur, hein? Bon, je me suis démerdée tant bien que mal. J'ai réussi à lui faire comprendre qu'il n'était pas obligé de répondre avant l'arrivée de son avocat. Et puis voilà, et j'en profite, je me glisse dans ce truc-là pour lui dire, écoute, tu vois le niveau que j'ai en langue des signes. Donc, parce qu'on tutoie en langue des signes, il n'y a pas de conjugaison, pas de machin, donc voilà. Enfin, on tutoie, en fait, on met à l'infinitif tout, enfin, il n'y a même pas de grammaire, donc c'est même stupide de vous dire ça. Mais bref, ça se traduit plus facilement par le tutoiement. Et je dis, tu vois, t'as vu mes dictionnaires, quoi. Et il me dit, ouais, mais je crois que c'est mieux toi que rien, quoi. Je dis, ouais, c'est possible. On verra par la suite. Donc voilà, ça continue, et pendant 21 heures, 21 heures, ça suffit quand même. Mais ce monsieur-là, ah oui, il y a eu une autre question qui a été posée par les policiers. Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait écrire? Parce qu'en garde à vue, on fait énormément de compte rendu, quoi. On pose des questions une fois, puis voilà. Et puis, est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait écrire? Parce qu'il devait lire tout ce qu'on... Mais non. Il répond, bah non, je ne sais pas lire. Et des mots simples, oui, mais pas des mots compliqués. Et Dieu sait si c'est compliqué, enfin, les dépositions qu'on fait. Voilà. Et je fais un rapide calcul. Il me dit, pourquoi il ne sait pas lire ou écrire? Je lui dis, pourquoi tu ne sais pas lire et écrire? Et il répond, bah parce que je suis sourd profond. Il a 70 ans, il est sourd profond. Il a été éduqué en institut oraliste. Ça veut dire qu'on l'a empêché, il est né en 1940, il est en plein dans la période d'interdiction de signer, la période qui a interdit la langue des signes, la pratique de la langue des signes en France. 1880, 1976. Les sourds n'ont pas pu signer dans les instituts, c'est-à-dire qu'on leur a lié les mains devant dans ce cas-là. On leur a lié les mains, on les a empêchés de s'exprimer dans leur langue. Donc ce qui fait que les sourds profonds n'ont ni la possibilité d'écrire, ni la possibilité d'oraliser. Et puis, ils n'ont pas non plus un gros vocabulaire en signes. C'est-à-dire que pendant tout l'interrogatoire, je vais devoir lui expliquer ce que c'est qu'un procureur, le concept même du procureur, de la partie civile, du psychologue, enfin un tas de choses qu'il n'avait pas acquis le concept, même dans sa langue. Comme je vous ai dit, ce monsieur a été oralisé, mais pour les sourds profonds, ça ne marche pas. C'est que l'oralisme pur, il y a deux oralismes, pur et mixte. L'oralisme pur, c'est qu'on va, alors selon les institutions catholiques et médico-sociales, c'est maintenir ou créer ou développer la capacité du sourd à s'exprimer avec sa voix et lire sur les lèvres. Alors, un petit essai là, on va essayer. Vous connaissez tous les mots que je vais dire. Je peux vous le prononcer, vous là. Qui a compris quoi? Juste un? Non, il n'y a rien que dalle quoi. Rien du tout. Tu avais un accent. Je vous ai dit là, le matin, c'est pas le café que je préfère, c'est le thé vert. Vous voyez? Donc, vous voyez, imaginez que vous n'ayez jamais entendu ces sons-là et vous les avez jamais vus sur les lèvres. Ou si vous les avez vus, vous n'avez pas entendu le son. C'est complètement dérisoire d'oraliser quelqu'un. D'autant plus que l'oralisme pur, donc, éjecte complètement la langue des signes. On ne peut pas expliquer au son en langue des signes, non. Tu dois parler et tu dois comprendre. Il y a 2 tiers, il y a 2 tiers du contenu qui part à la trappe, quoi. Dans votre cas, 100% du contenu. Donc, l'oralisme pur, et en plus, oui, voilà, l'oralisme pur, ça entraîne qu'on met les doigts dans la bouche de l'élève
pour lui montrer quel endroit doit vibrer. Pendant A, pour le A, on n'a pas besoin de mettre les doigts dans la bouche, sinon ça fait trop profond. On le met là et on sent que ça vibre là et A, vous voyez, ça fait A. D'accord? C'est ça le rythme. Et on met les doigts dans la bouche pour dire, voilà, c'est cette partie de la langue qui bouge, c'est cette partie. Vous voyez, c'est ça. Alors, l'élève met le doigt aussi dans la bouche du prof pour sentir ce qui vibre, machin. Alors, c'est rigolo. Enfin, moi, je trouve que ça ne s'explique pas parce que les gens qui sont contre la langue des signes, c'est les curés et les toubibs. Parce que, question d'hygiène, et ils trouvent la langue des signes trop sale, trop près du corps. Mais par contre, l'oralisme, ça ne les dérange pas. Alors, plus près que dedans, je veux dire, on va pas... Donc, il y a des choses comme ça qui sont énervantes et choquantes pour moi. Bon, ce monsieur, comment il en est arrivé là, en fait, en garde à vue, ce monsieur sourd de 70 ans qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. En fait, il a eu 37 ans d'interdiction de s'exprimer dans sa langue. Et puis, ajoutons à cela 10 ans de harcèlement de collégiens qui n'arrêtaient pas de sonner chez lui, de casser sa boîte aux lettres, de se moquer de lui et de sa femme qui passaient dans la rue, prenant pour des demeurés. Et puis, il n'a jamais pu dire, espèce de petit con, je vais t'amener au directeur. Il n'a jamais pu dire ça. Alors, un moment où il en avait vraiment ras-le-bol de ça, il a pris sa voiture, les gamins venaient de sonner, il a pris sa voiture, il avait une maladie de cœur, il s'est dit je les rattraperai plus vite en voiture. Et puis ça s'est mal passé, il a perdu les pédales et il a renversé un gamin accidentellement en essayant de l'attraper pour l'amener chez le directeur. C'était ça son besoin, c'est de l'amener chez le directeur pour dire ça suffit, quoi. Et puis aussi, il a essayé de poser des mains courantes qui n'ont jamais été suivies d'effet, puisqu'il n'arrivait pas ni à écrire, ni à dire ce qui lui arrivait. Une anecdote amusante aussi, c'est que au commissariat, à un moment, pendant l'enquête, on me dit mais pourquoi ça le dérange qu'on sonne chez lui du moment qu'il n'entend pas? Alors, je dis, écoutez, voilà, moi je vais vous faire un petit cours de culture sourde, c'est-à-dire que dans les maisons des sourds, puisqu'on n'entend pas, ça va être le visuel qui va prendre le relais, et du coup, il y a des lumières qui s'allument dans toutes les pièces de la maison quand ça sonne en bas, quoi. Donc c'est très énervant, parce qu'il faut aller après arrêter ce truc-là. Et le policier me dit, je crois pas. Je dis, allez voir, hein, profitez-en, allez voir. Effectivement, ils sont revenus en disant, on n'en revient pas, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc ça doit être très énervant, quoi. Ce monsieur, il a écopé de 4 ans de prison avec sursis et puis une obligation de déménager de la maison familiale. Et puis ça, moi je dis ça, c'est la faute à Jules Ferry. Oui, parce que Jules Ferry, c'est lui qui a interdit la langue des signes. Jules Ferry, c'est un mec qui a de 79 à 85, il a le ministère de l'instruction publique, merci. Il a le ministère de l'instruction publique et il est président du Conseil des ministres. Et puis Jules Ferry, il a dit une fois devant la Chambre des députés, c'était en juillet 85, il a dit « Les races supérieures ont un droit ». Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'elles ont un devoir envers elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Faut que je développe ou... Moi, ça me reste là, quoi. Et ensuite, on a vu que Jules Ferry, s'il a pris le ministère de l'Instruction publique, c'est parce qu'il avait compris qu'en imposant le français comme langue unique en France, le français pur, c'est-à-dire pas le breton, pas l'occitan, pas le catalan, pas le corse, voilà, toutes ces langues-là. Jules Ferry, il a dit, non, ça va éradiquer toute velléité indépendantiste, on va faire d'une pierre deux coups, on va instiller le concept du nationalisme en se servant de la langue française. Alors Jules Ferry, il n'a pas eu qu'une bonne réputation parce qu'à la fin de sa carrière politique, en fait, en 85, on a pu lire à Paris en particulier, à bas Ferry le lâche, à mort Ferry, parce qu'il a fait une connerie au Tonkin. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui encore, sur le fronton de certaines écoles, sur le fronton pierre de certaines écoles, il y a écrit « Soyez propres et parlez français ». Parce que avec les langues
les langues régionales et tout ça, en imposant la langue, et ben forcément, pour lui, quand on lui a parlé de la langue des signes, enfin du langage des sourds-aimés, on disait à l'époque, et ben ça correspondait pas aux critères du colon. Du colon blanc qui n'était pas un sauvage, lui, hein, par rapport aux sauvages des colonies, comme il les appelait. Et on ne pouvait pas se permettre en France d'avoir une langue qui soit si près du langage des singes, comme on l'appelait à l'époque, le langage des singes. Donc, hop, il a sauté sur le congrès de Milan. Le congrès de Milan, qui est un congrès qui a été fait par les spécialistes de la surdité, donc des curés et des médecins. Et puis ces spécialistes de la surdité, sur 297 congressistes à Milan du monde entier, il y avait 3 sourds. Il y avait un interprète par langue vocale, plein d'interprètes, chinois, japonais, machin, enfin tout ça. Enfin chinois, non, je sais pas les chinois, ils n'étaient pas. Mais japonais, tout ça, américain, il y avait plein d'interprètes en langue vocale. Il n'y avait pas un interprète en langue des signes. Donc 3 sourds sans interprète, je veux dire, le congrès de Milan, ils n'avaient pas la majorité, quoi. Enfin, puis même s'ils avaient compris, ils n'auraient pas eu non plus la majorité. Voilà comment on ferme le clapet à toute une population qui représente quand même aujourd'hui 4 millions en France et puis 400 millions dans le monde. Il n'y a pas longtemps, il y a encore des relents à la Féerie là, dans les académies, et moi ça me peine un peu. En 2007, par exemple. En 2007, j'étais EVS, esclave à votre service, sur un contrat à venir de 2 ans. Bel avenir, je pouvais voir loin. Et EVS, ça veut dire employé à la vie scolaire, en fait. C'est pour les semi-vieux. Les semi-vieux qui sont au chômage, ça fait pas bien les chiffres du chômage, donc on les met, hop, 2 ans EVS. Puis voilà, ils disparaissent des chiffres du chômage pendant 2 ans, ça arrange tout le monde. Puis surtout, c'est mal payé, donc c'est 700 € par mois. Pour une mère de famille nombreuse, ça faisait pas lourd, quoi. Bref, donc j'étais EVS, puis moi j'y mettais du cœur parce que c'est pas motivant comme boulot. Hein. Mais comme j'étais en charge de l'accueil des enfants handicapés en tant que VS et des primo-arrivants, moi je m'en suis donné à cœur joie, j'ai fait des prototypes de jeux, quoi. Pour que tous ces petits mômes là qui venaient d'autres pays, et puis peut-être qu'un jour j'aurai un sourd, puisqu'ils sont obligés d'aller à l'école maintenant. L'intégration oblige, hein, l'intégration. Donc, moi, je me dis, je vais devancer les choses, je vais faire un jeu en langue des signes, et puis on va mettre un petit peu de turc. On avait des petits enfants turcs, puis un petit peu d'anglais, on a des anglais, puis un petit italien, là. Et je fais un jeu comme ça qui mélange les langues, et puis grâce à la langue des signes, ça fait un pont, la langue des signes, et ben ils apprennent mieux le français. Parce qu'ils vont apprendre les mots français avec le signe. Donc ça va accompagner, il va y avoir un apprentissage plus ancré. Et puis ça marche bien, ce jeu il marche bien dans l'école, dans la classe maternelle, là, si tu es super contente et tout ça, ça marche bien. Alors on se dit, tiens, on va le proposer à l'académie. Ouais, ce serait génial, on va le mettre en ligne, enfin voilà, c'est super, quoi. Parce qu'il y a il y a une communauté turque importante en Creuse. Donc moi je téléphone à une inspectrice d'académie en charge du handicap, et puis je lui dis, voilà, j'ai un jeu, j'aimerais que vous en parlez, et puis en plus j'écris la langue des signes. Elle me dit, ouais, bon, je dis super, elle va m'aider à le diffuser, tout ça. Et gratuitement, hein, il n'y avait pas de vénalité, ça se dit. J'étais pas vénale à l'époque. Donc, je vais voir cette inspectrice, et puis je lui montre ce que j'ai fait. Voilà le jeu, tout ça, ça peut être support pédagogique en FLE, français langue étrangère. Puis elle me regarde, elle me dit, mais vous n'êtes pas au CNRS, vous n'êtes pas à l'université, vous ne pouvez pas ni publier, vous n'inventez pas des choses. Puis la langue des signes, c'est aux sourds, c'est pas, elle est oraliste. Et je lui dis, mais écoutez, madame, Louis Braille, il était fils de bourrelier, quoi. Et là, malheureusement, elle se sent un peu con. Et une inspectrice d'académie qui se sent con, c'est pas bon pour la suite non plus. Et ça n'a pas raté. Elle m'a foutu dehors avec perte et fracas en disant restez à votre poste de VS. Et puis voilà. Puis au bout de 2 ans, j'ai été virée parce que j'ai été euthanasiée, quoi. Au bout de 2 ans de contrat à venir. Et alors, ce jeu-là, comme par hasard, il a eu le trophée du Festival ludique international à Parthenay. J'ai présenté le produit, l'académie n'en voulait pas, donc j'ai été voir à d'autres endroits.
Et là, ouais, j'ai eu le trophée en juillet 2008. Fort de ça, je me dis, tiens, je vais l'éditer et puis je vais le diffuser, puisque ça ne marche pas dans l'académie. Et puis du coup, voilà, j'ai mes 2000 jeux là, et puis je me dis, je vais aller le présenter aux centres sociaux, et puis dans les écoles, pourquoi pas. Puis il y a une petite maman turque là avec qui j'ai joué, et puis son fils, puis qui me dit, ouais, vous devriez aller le présenter à l'école de mon fils. Moi, je lui dis oui. Donc je vais à l'école du fils, et puis Baïkal, le petit Baïkal, et puis le directeur me dit non mais votre jeu, non, on n'en veut pas, on les empêche de parler turc à la récréation. Voilà. Puis il dit on demande aussi aux familles de parler français à la maison pour faciliter l'intégration. Et là je lui ai dit on pourrait peut-être nous apprendre à dire merhaba, bonjour. Ça pourrait aussi faciliter l'intégration, quoi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ça. Et le gars dit non, on n'est pas intéressé du tout. Et puis en plus, là, on décide, on n'a pas de sourds dans l'école. D'accord, ok. Au revoir, monsieur le directeur. Merhaba Baïkal. Voilà, le petit était dans la cour, je lui dis bonjour. Il dit dommage, dommage et dommage. Donc j'ai encore cette espèce de mentalité là. Et puis il n'y a pas que ça, parce que l'académie. Alors c'est bizarre parce que. Donc je vous ai dit que les sourds, c'était 4 millions de personnes en France. Il y a aussi une minorité de 4 millions de personnes dont l'Académie, l'enseignement, l'éducation nationale ne veut pas reconnaître le nombre. C'est les locuteurs de la langue arabe. En 2012, il y a 4 millions de... C'est la deuxième langue la plus parlée en France. Alors moi, je ne l'ai pas dit parce qu'à la fac, j'ai appris l'arabe aussi. Parce que j'en avais peur qu'on me parle des Arabes comme ça, des Maghrébins et tout ça. On m'en parlait d'une manière pas très, dans les années 80, pas très valorisante. Et je dis, mais moi j'ai envie de parler aux gens et pas des gens. J'en ai un peu marre, donc je m'inscris à la fac en option arabe, avec l'espagnol, l'anglais et l'arabe. Et puis je découvre plutôt une langue magnifique, une écriture superbe, et puis des copains géniaux, quoi. Alors je me dis, c'est peut-être qu'on ne nous dit pas tout ce qu'il faut nous dire dans les médias et tout ça. Et donc l'arabe, je reviens à ça, c'est pareil, depuis les années 80, l'arabe, l'enseignement de l'arabe est en perte de vitesse dans les collèges, les lycées et tout ça. Et c'est dû au fait que les médias et le gouvernement s'appuient sur la minorité des banlieues, les minorités des locuteurs arabes pour faire croire que l'arabe c'est une langue d'islamistes terroristes, quoi. Et puis c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il y a plein de locuteurs arabes qui ne sont pas musulmans. Et puis il y a aussi plein de musulmans qui ne pratiquent pas l'arabe. Pourquoi cet amalgame là? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Donc voilà, ça fait quand même des millions de personnes là qui ne sont pas reconnues. Alors ces gamins là qui ne sont pas reconnus ni dans leur culture, ni dans leur différence, et puis ni dans la richesse de leur langue. Donc ça va donner des ados en colère, et puis des ados qui ne vont pas comprendre la différence, comme on a vu, comment ils ont traité ce monsieur sourd. Peut-être que si dès la maternelle ils avaient appris quelques signes, ils lui auraient dit bonjour en le croisant, ce monsieur, au lieu d'aller le faire chier avec sa sonnette et tout ça. Alors, c'est grave. C'est grave, et oui, je trouve qu'en France, on a quand même le syndrome du bouc émissaire, quoi. Ça commence, regardez, ça commence avec l'Inquisition. L'Inquisition, hop là, l'Église, elle donne à des actes de sorcellerie, enfin, elle donne une dimension métaphysique démesurée aux petits actes de sorcellerie qui sont faits dans la campagne, tout ça, puis ça donne l'Inquisition. On doit toujours justifier par un bouc émissaire les actions de prise de pouvoir forte sur le peuple. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi là le clergé, il va donner à la surdité une dimension satanique démesurée pour prendre le pouvoir sur les sourds. Et après, leur lier les mains. Après, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, pour les banlieues, défavorisées, je dirais la langue de bois, on va donner aux jeunes de banlieue une dimension de délinquance vraiment complètement fabriquée pour descendre la réputation des minorités maghrébines.
Et du coup, bah, c'est vrai que l'éducation nationale, elle joue son rôle là-dedans, parce qu'elle continue à faire croire que ce n'est pas des langues qui sont intéressantes à apprendre. Et puis aussi, dans la Creuse, en 1990, on va donner à une déléguée syndicale une dimension bolchevique démesurée, et ça va justifier le placard. D'abord, on nous a dit de le voir, de le regarder et de s'émouvoir. Alors on l'a vu comme on a pu, sans être ému. Après, on nous a dit de l'écouter, de le comprendre, de le regarder nourrir sa cour. Mais monsieur, nous ne sommes ni aveugles ni sourds. Et on nous a dit de croire en lui, d'imaginer les choses changer en mieux. Mais personne n'est à sa merci, la rue a fait descendre tous les vieux. Ensuite, on nous a dit de nous taire, de toujours regarder par terre. Alors on s'est tu, au premier temps, et au deuxième temps notre voix est vite revenue. On nous dit de courir vite, de nous tenir droit comme un i. Alors on court là-bas en sens inverse du roi. Et puis jamais, on ne ralentit, non. Jamais. On nous dit de courir vite, de nous tenir droit comme un i. Alors on court là-bas en sens inverse du roi. Et puis jamais, on ne ralentit, non. Jamais. Plus tard, on nous a dit de payer, à assumer tout un tas de choses très chères pour des rois cachés dans des tours, mais personne ne paiera rien, et pour toujours. Alors, on nous a dit rassurez-vous, braves gens, sans trop vouloir vous faire peur, à trop vouloir l'espoir, vous vous casserez les dents. On nous dit de courir vite, de nous tenir droit comme un i. Alors on court là-bas en sens inverse du roi. Et puis jamais, on ne ralentit, non. Jamais. On nous dit de courir vite, de nous tenir droit comme un i. Alors on court là-bas en sens inverse du roi. Et puis jamais, on ne ralentit, non. Jamais. Allez. Jamais. Ouais. Allez, allez. Alors monsieur le roi. Ouais. Monsieur nous roi de France, vous n'avez pas de chance. Nous avons fait une loi, certes un peu maladroite, mais qui dit que les rois sont tués à la fin de leur vie des vieux crapauds qui boitent. Alors, vous battrez comme un vieux crapaud dans les petites mares de canard, avec les petites grenouilles. Et vous préparez, on cendrez. Et vous boiterez comme un bœuf, vous mettrez à genoux devant ces pays qui vous feront comprendre qu'on ne met pas les gens dehors comme on sort un troupeau, qu'on n'attise pas les foudres en traitant les foules de vulgaires animaux, qu'on ne met pas sur une barque des malheureux clodos en leur disant « Rentrez chez vous, je ne peux pas sentir votre peau !» À vous, très chère reine d'Angleterre, vous qui cherchez les rois neufs, nous en avons un. Certes pas très malin, mais poli comme un bœuf, ou comme un œuf. Prenez-le sous votre sceptre, dans vos roses pleines de guêpes, car cette fois, malgré nous tout ce qu'on dira, c'est sûr, on n'en veut pas.
Alors cette musique Leroy, c'est parce que dans l'usine où je vais être embauchée en Creuse en 1990, c'est une usine qui a été créée en 1665 et puis qui a équipé, sur la demande du roi Louis XIV, qui a équipé la Galerie des Glaces de Versailles. Donc c'est une entreprise qui capitalise bien avant que le terme n'existe. Super, hein, capitaliste, ben voilà. Je ne vous dis pas quelle usine, enfin quel groupe, parce que maintenant c'est un groupe. Donc ce groupe a racheté l'usine dans laquelle je vais postuler en Creuse. En 89, je viens d'avoir mon premier bébé. Le papa de mon premier bébé est artiste peintre, donc réfugié politique vietnamien. Puis on est à Paris, et voilà, et moi, donc je vous l'ai dit, j'ai fait la fac de lettres, j'ai une licence anglais, espagnol et arabe, et puis aussi, j'ai 6 bonnes années d'expérience professionnelle. J'ai fait aussi 2 ans de commerce international. Je suis un bon CV normalement. Hein. J'ai pas fait surtout le boulot de papa et maman. Donc il nous vient qu'avec cet enfant-là, on n'a pas envie de le voir grandir à Paris, parce qu'on habite à Paris à cette époque. Enfin, en fait, à Maison Lafitte. Et donc on regarde dans les petites annonces, on regarde les maisons qui seraient pas trop chères, et puis on regarde, les maisons les moins chères, elles sont en Creuse. Ça coûte même pas le prix d'une bagnole, une maison en Creuse à cette époque. Donc on n'a pas beaucoup de sous, donc on se dit bah tiens, on va en acheter une. Voilà. On l'achète même sur photo, c'était risqué. Et donc on va en Creuse, et puis bah voilà, nous c'est la petite maison à la prairie, quoi. Waouh, ça va être génial. Et puis en plus, vous savez, les tableaux, ça se vend partout, quoi. On ne savait pas qu'en Creuse, ça s'est vendu moyen. C'est pas vendu en fait. Donc on prend la petite maison dans la prairie, pas mal de réparations, tout ça. Et bah, je postule en Creuse. Alors en Creuse avec 3 langues, enfin ça fait 4 avec le français. Et il y a 2 entreprises qui exportent en Creuse. 2. Donc je postule chez les 2. Et puis la première avec qui je retrouve, j'intéresse l'entreprise. Alors, de mon côté, il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, parce que vous en connaissez, vous, beaucoup des Parisiens qui vont aller faire de l'expo en Creuse. Il n'y en a pas énormément. Donc c'est super, entretien d'embauche. Monsieur le directeur, fin de l'entretien, et écoutez Madame Pierrat, je crois qu'on va travailler ensemble, votre candidature m'intéresse, donc à lundi. Hein. Ah, pardon, j'ai oublié, Madame Pierrat. Dans secrétaire, il y a secret et terre. Oh, bah ouais, c'est un patron qui a de l'humour. Puis en plus, moi, j'adore jouer avec les mots, donc c'est difficile de dire le contraire. Hein. Ok, ça va. Lundi, j'arrive, donc j'ai mon bureau. Ça, c'est pas le placard. Il faut un petit effort d'imagination. J'ai un beau bureau à droite. Là, on a une porte tout près du directeur. J'ai sa confiance complète. Et je dois ouvrir le courrier, le mettre dans les parapheurs, vous savez, pour le classer un peu, des fois qu'il s'emmêle les crayons. Et donc voilà, je reçois le courrier, j'ouvre tout. Qu'est-ce qu'il frotte? Alors, première lettre, un arrêt maladie, d'accord. Deuxième lettre, une invitation par le préfet, tac, invitation au Lions Club, tiens. Tac, invitation de la fille du maire pour son exposition de peinture. Ah, je retiens l'adresse aussi. Je fais l'agent de mon compagnon. Donc voilà, donc je lui classe les trucs. Bon. Et puis là, il passe, je suis en train de classer. Il passe, il prend la feuille d'arrêt maladie, il la regarde, il la déchire. Et il me dit, vous n'avez rien vu. Alors là, ça me revient, le secrétaire. Je dis, oui, mais j'ai déjà noté sur le... Vous mettez du blanc, vous ne l'avez pas vu. Je continue, mais ça commence à gamberger. Ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait... allez, 3... Non, ça fait pas longtemps. Je ne sais même pas si c'est pas dans les 15 jours. Puis bon, je donne le courrier. Ah, un dossier. Ah oui, j'ai reçu un dossier confidentiel d'une étude sur le cancer de la plèvre des rats, qui est faite avec les produits qu'on fabrique dans l'usine. Donc je fais passer, et puis le dossier revient pour que je le classe. Mais avant de le classer, je le lis un petit peu, et puis je vois que quand même ce qu'on fait dans l'usine,
pas super, quoi. Puis moi, je vois les gars, pas tellement de protection, quoi, masque et tout ça. Et puis à un moment où on boit le café, parce qu'on s'entend bien, hein, l'assistante de direction normale s'entend bien avec le patron, tout ça, puis on discute, puis j'en profite pour lui dire, je suis toujours un peu opportuniste, moi, au fait, le dossier sur le cancer de la plèvre des rats, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite note d'information, histoire que les gars, voilà, prennent soin de leur protection individuelle, quoi. Puis il me dit, mais ça marche pas comme ça. Ah oui, ben alors, je vais pas demander alors comment ça marchait. Moi, je me suis dit, je comprendrai sûrement par la suite. Effectivement, j'ai compris. Donc, la semaine d'après, hein, dans la semaine qui suit, il me dicte une lettre de convocation préalable au licenciement du gars qui avait envoyé sa feuille de maladie et qui l'avait déchirée. Et ben, je la fais, quoi, moi, la lettre. Mais c'est pas pour ça que je suis venue. Mais je fais la lettre parce que j'ai besoin de bouffer, puis les tableaux, ça se vend pas beaucoup pour l'instant. Donc je fais la lettre, mais ça commence à tourner, et alors là je me dis, bah, c'est bizarre, je vais aller voir les registres du personnel, puisque j'ai dans l'attitude, hein, je vais voir les registres du personnel, puis je feuillette ça, et puis vous savez, les registres du personnel, c'est des gros cahiers où on met tous les comptes rendus, comité d'entreprise, délégué du personnel, comité d'hygiène et de sécurité, voilà, on met tout ça dans un gros registre. Enfin, à l'époque, parce qu'on n'était pas informatisé, je suppose que ça... Enfin, on était un petit peu, mais pas à ce point. Et puis, je vois qu'il y a carence, pendant plusieurs années consécutives, là, il y a carence des candidatures en délégué du personnel. Mais moi, je ne suis pas encore férue, là, dans les histoires de représentation du personnel, mais carence, je lui ça ressemble à Carrie, il manque, il y a personne qui se présente, en fait. Ça me met un petit peu la puce à l'oreille, je me dis, tiens, ils auraient peur de quelque chose. Alors je vais voir les gars du CE, puis je leur dis, écoutez, ben, moi ça m'intéresse de faire un peu de sécurité, là, parce que le CHSCT, ça me plairait bien aux prochaines élections, d'être, aux prochaines nominations du CHSCT, d'être secrétaire du CHSCT. Et ils me disent oui, les gars, ils me font confiance et ils me disent oui, ouais, pas de problème, CHSCT. Ça, c'est la réalité augmentée. Hop là, CHSCT. Vous connaissez la réalité augmentée? Ça marche pas? Ah si, ça marche ici. J'ai essayé en Creuse, ils connaissaient pas, je me suis dit à Paris, on peut-être... Ouais. Réalité augmentée, bah, on doit dire un truc et puis c'est comme un objet qui apparaît. Bah, bon, bref, donc ça c'est un détail, c'est pas grave, je vais l'enlever ça, je l'enlèverai après. Donc je suis au CHSCT. Mais alors, au fur et à mesure que j'essaye de faire des choses, j'essaye de poser les bonnes questions aux réunions, parce que je peux pas dire ce que j'ai vu, mais par contre je peux poser les bonnes questions. Puis je me rends compte que le patron, il nous enfle à chaque réunion, quoi. Même si je pose les bonnes questions, il donne pas les bonnes réponses. Lui. Alors je me rends compte que les gars, ils sont enflés, et puis ça va pas, j'ai du mal à faire mon travail. Ah, il faut vraiment forcer. L'inspecteur du travail, il est pas tellement... Pour moi, il est pas très net, quoi. Et puis le médecin du travail non plus, on sent qu'ils sont pas à l'aise, quoi. Petit à petit, je sens vraiment que je commence à déranger la direction. Et puis je me dis, je les vois un petit peu à la recherche de la faute professionnelle. Et ils sont nombreux, les chefs de service s'y mettent, tout ça, à chercher ma faute. Parce que je suis au CHSCT. Et alors je fais ni deux, je retourne ma veste. Je vais voir les syndicats. Je suis quand même assistante de direction. Et je vais voir les syndicats parce que je me dis, oh là, moi je ne veux pas être virée comme une malpropre, je veux continuer mon boulot de sécurité dans cette usine. Il y en a besoin. Je vais au syndicat et je vais à la CGT, hein, parce qu'on a fait des trucs et tout ça. Donc je vais à la CGT et puis quand même, je suis crédible, quoi. Enfin, on a fait des trucs, ça symbolise tout ce qu'on a fait dans tout ce que j'ai fait au niveau CHS, quoi. Je veux dire, bon, voilà, CGT, je voudrais être déléguée syndicale parce que voilà ce qu'on a fait, je montre tout ce qu'on a fait en sécurité, puis je voudrais déléguée syndicale parce que ça craint là en ce moment pour mon poste. Me dit, non, mais ça va pas, t'es assistante de direction, non, tu colles pas, enfin, l'image ça colle pas, il faudrait plutôt que tu ailles voir EFO en haut. Donc j'ai été retoquée par la CGT, donc j'ai été voir EFO. Mais moi, j'étais sûre que la CGT, ça allait mieux marcher avec les gars de l'usine. Parce qu'ils étaient 160 ouvriers, quoi. Et nous, au syndicat, on avait prévu le monter à 3 filles, quoi.
la femme de ménage, une fille de la logistique et moi, assistante de direction. Bon, bah tant pis, je vais quand même à FO, je suis un peu dépitée. Ça va être moins costaud. Et puis là, alors, c'est la catastrophe, quoi. On a ramassé, comme on dit en Creuse, là. On a ramassé parce qu'en faisant le syndicat, eh bien, ben voilà ce que ça a donné, hein, le placard. Et alors, très peu de temps après la création du syndicat, la trésorière du syndicat a été virée en plein congé de maternité. La femme de ménage, elle qui était secrétaire du syndicat, elle a été promue au chef du service peinture, chef de service. Des fois, prendre sa carte, ça rapporte, quoi. Enfin, surtout la redonner. Et puis moi, j'ai refusé la promotion au poste de chef du personnel. Je sentais quelque chose de pas net là-dedans. Si je rendais ma carte, je pouvais être chef du personnel, qui m'avait fait miroiter ça à la direction. Puis j'y ai pas cru, donc au lieu de ça, j'ai eu 3 sabotages sur ma voiture. Et puis j'ai eu quoi aussi? Voilà, le résultat c'était le placard. 3 sabotages sur ma voiture. Entre-temps, vous voyez, pendant 6 mois où on était là, ce qui m'a aussi motivée pour faire le syndicat dans cette usine, c'est qu'on avait tué une vache, parce que nos déchets s'étaient reversés dans la rivière. C'était parti dans la rivière et puis une vache était morte et le paysan, il en est sorti avec un chèque de 5000 balles. On avait crevé un œil. Un copain s'était fait crever un œil, faute de protection adéquate sur le poste. Alors bon, crever un œil, voilà. Dans cette usine-là, on n'embauchait pas de handicapés, on les fabriquait. Ouais. Parce qu'après, ils étaient virés, quoi. D'ailleurs, ça me dit que pendant ces 4 ans, parce que j'ai duré 4 ans dans mon placard, 1 an d'assistante de direction et 4 ans ensuite de placard. Et dans le syndicat, ce qui me faisait tenir, c'est que j'avais quand même 15 heures de délégation par mois. C'est-à-dire des délégations, je pouvais aller où je voulais. Et j'allais souvent à l'UD pour recharger les batteries, quoi, à l'union départementale du syndicat pour recharger les batteries et préparer les dossiers aussi qui allaient emmerder les patrons. Faut pas croire, hein, on n'a pas été que maltraités. Enfin, on a été maltraités d'un côté, mais d'un autre côté, on a fait des choses vachement intéressantes. Et en particulier, donc, hormis les négociations salariales, recadrer un petit peu le médecin du travail, enfin, discuter avec lui et tout ça, et assister les personnes en phase de licenciement, enfin, ça aussi, ça se négocie. Donc on a fait des choses super, et surtout ce qu'on faisait le mieux, c'est que chaque fois qu'il y avait un truc qui paraissait pas collé, du genre, une fois j'ai entendu le chef du personnel qui avait refusé au téléphone de recevoir une candidature en lui demandant « Est-ce que vous êtes fumeur ?» « Bon non, votre candidature ne nous intéresse pas. » Moi j'ai entendu ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, ni une ni deux, j'ai envoyé au syndicat, tiens, dans notre usine, quand tu es fumeur, embauche refusée. Enfin, on ne regarde même pas ta candidature. Et c'était de la discrimination. Donc, j'envoie ça. Puis Blondel, il m'aimait bien à l'époque. Et il faisait confiance au truc que j'ai envoyé. Puis ça allait tout de suite dans la presse syndicale, locale, régionale, puis nationale après. Ce qui fait que les actionnaires du groupe dans lequel on travaillait étaient au courant de la moindre respiration sociale de l'usine. Et ça, c'est pas bon pour les actionnaires. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je me suis mis, qui m'ont mis dans ces... Donc, on était garde-fous. Et moi, je vous encourage vraiment à renforcer la présence syndicale dans les entreprises, même si c'est un peu dur. Et puis, à la fin donc, de ces 4 ans, j'aurais pu effectivement remplir ces temps de plus, parce que j'aurais pu attendre les experts en risques psychosociaux. 7 ans, hein, mais non, je n'avais plus la force, non. En plus, j'étais enceinte la dernière année de mon placard, la dernière année où j'amenais mon seau dans mon bureau, j'étais enceinte de ma fille. Ça m'a rendue moins combative, hein. J'ai eu l'accouchement et puis après l'allaitement, donc ça m'a rendue moins combative. Par contre, ma fille, elle, faut la voir aujourd'hui, quoi. À croire que l'environnement ambiant, elle a vraiment renforcé, quoi. Elle ne s'en laisse pas raconter, quoi. Pendant la gestation, elle a eu la gestation placard syndical.
Alors, je m'en suis sortie, voilà. Au bout de 4 ans, j'ai le drapeau blanc, machin, bon, c'est stop, j'en peux plus. Et puis mon avocat, parce que j'avais 2 procès contre la direction, et la direction avait 3 procès contre moi. Eux, c'était pour diffamation. Ils disaient que les choses que je racontais dans la presse, c'était pas vrai. Moi, je disais que c'était vrai. Moi, j'avais attaqué pour harcèlement, bien sûr, d'un chef de service, et puis non-respect du contrat de travail. Donc, il fallait en finir avec tout ça, et j'en suis sortie avec 450 000 francs pour partir, quoi. Il a fallu que je parte, j'en pouvais plus. Et 450 000 francs, ça fait l'équivalent de 80 000 euros, hein. 450 000 francs, je veux dire, cet argent-là, j'ai jamais eu autant d'argent d'un coup, quoi. Les tableaux, ça ne rapportait pas autant, hein. Et voilà ce que j'en fais, en fait, de ces 450 000 francs, je me dis, je vais me reposer un peu, je vais me détendre. Je vais faire un magasin bio, je vais faire une SCOP. Alors, on a encore les 2 hauts à l'époque, c'est Société Coopérative Ouvrière de Production. Et puis enfin, un homme, une voix, ça va me reposer, quoi. Ça marche pour une femme, une voix aussi, hein. Donc je fais ma SCOP bio. Magasin bio en Creuse, en 95. Tout le monde a son potager. J'ai l'art des fois de me mettre dans des situations. Mais bon, moi je suis contente parce que je vais vivre enfin quelque chose que j'aime bien. Et puis là, je me détends, quoi. Je vais enfin donner libre cours à ma vraie personnalité. Je vais me reposer, je vais me détendre. Je vais me détendre. Je vais tellement me détendre qu'une fois qu'on aura acheté le stock et tout ça, on fait un petit bureau dans l'arrière-boutique et je vais passer plus de temps, en fait, à discuter avec les clients qui deviennent finalement des copains et des copines. Parce que je suis bio quand même depuis un bout de temps dans ma tête, quoi, et puis dans les fêtes aussi. Et je vais passer plus de temps à discuter, à tirer les cartes, à boire du thé. Je me détends peut-être un peu trop. Peut-être. En tout cas, voilà, je me la coule douce parce que fallait réparer, hein. Et puis, je passe beaucoup de temps à ça, puis manger des glaces, on va dire. Et à un moment, voilà, j'étais en train de discuter avec une cliente comme ça, et on réfléchissait comment trouver des maraîchers à moins de 20 km du magasin. Et ça sonne. J'en trouve un client. J'en trouve. Ah, ça c'est bizarre. Il me semble connaître ce monsieur-là. Donc, on ouvre la fenêtre, ça. C'est le monsieur DRG. Des renseignements généraux, on se demande pourquoi il est là. Donc bref, le monsieur DRG, je le connais parce qu'en Creuse, il n'y en a qu'un. Et puis depuis le temps, c'est vrai, j'ai fait des manifs, j'étais à l'URSSAF, tout ça. Voilà, on a fait des manifs, on le connaît tous. Et il a un pull rouge en plus, ça fait des années qu'il porte son pull rouge. Et là, il vient avec son pull rouge, il dit « Ah, mais bonjour monsieur, peut-être il vient acheter du riz complet, hein. » C'était tout ce qu'on vendait, c'était tout ce qui ne poussait pas en Creuse. Donc, je dis bonjour monsieur, mais il me semble que vous ne seriez pas des renseignements généraux. Et il dit oui. Vous m'avez reconnu, oui, forcément, on se connaît. J'ai dit oui, mais bon, je lui dis, je peux vous aider? Il dit non, je ne viens pas pour acheter. Wow. Pourquoi il vient? Vous avez un livre subversif dans votre vitrine. Là, soulagement quand même. Mais quand même. Vous avez un livre subversif? Je lui dis, ah oui, oui, lequel? La mafia médicale de Guylaine Langto. Bon, moi, je suis allée à une conférence de Guylaine Langto, puis j'ai trouvé trop bien ce qu'elle disait. Il faut assécher les banques, il faut arrêter l'assurance. Puis moi, je voulais que tout le monde... Puis la mafia médicale, donc j'étais contre les vaccinations, tout ça. J'ai dit, oui. Donc avec l'RG, moi, j'aime mieux me taire, quoi. J'ai de nouveau quelque chose à perdre, hein, donc je vais me taire, et puis je vais chercher le bouquin, puis je remets. Puis il n'arrête pas là, mais il regarde, près de la caisse, il y avait des élixirs floraux. Puis il me dit, vous savez que ces élixirs-là, ils sont fabriqués par une secte? Moi, je dis, non, c'est des copains. Ah, c'est des trucs à pas dire. L'art de se mettre bizarre. Donc, c'est des copains. Il me dit, bon, vous me les remettez aussi. Bon, je lui remets ça, et puis il part avec ça, hein. J'avais qu'un exemplaire du bouquin, on n'a pas quand même énormément de stock, hein.
Bah oui, parce qu'en fait, on est en plein dans la période, vous savez, où Juppé a dit il y a des sectes partout en France, on est après les suicides du Temple solaire, on est en plein dans la période de la commission d'enquête anti-secte de Fenech, 95, 96, 80. Et ben, puis quand Juppé il dit attention, il y a des sectes partout, et ben les RG qui, eux, de toute façon, en creuse, hop, ils viennent voir les néo-ruraux, les alternatifs, les bio. Parce qu'ils savent qu'il y a une communauté d'alternatifs qui est contre la vaccination, qui est pour les AMAP. Tout le monde sait ce que c'est qu'une AMAP? Les associations du maintien de l'agriculture. Hein? Ouais, bah moi je sais plus. Vous rappelez-le moi? L'agriculture de proximité, voilà, pour les AMAP, pour les SEL, système d'échange locaux. Et puis on vit facilement dans un tipi, dans une yourte et puis dans une roulotte. Bah oui, on est venu là pour se sentir un peu libre, quoi. Alors les RG, ils se disent dans leur tête, ils se disent bon bah oui, s'il y a quelque chose de louche, bah c'est là, on est un peu libertaire mais pas trop, un peu gauchiste mais pas trop, un petit peu anarchiste aussi mais pas trop. Pas de quoi faire un casier, mais on va surveiller de près, quoi. Alors c'est pas par hasard que peu de temps après ça, bah, les copains qui ont fabriqué les élixirs floraux, bah, ils sont en garde à vue. Décidément, ils sont en garde à vue et puis rien ne sera retenu contre eux, mais ils vont quand même déménager. Et puis moi, bah, pile au 2e anniversaire du magasin, bah, je le ferme. Je ne sais pas de lire, hein, du coup vous avez fait, on va pas... Mais bon voilà, j'ai fermé mon magasin bio. Bah, je suis de nouveau chercher quelque chose à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Alors les RG, moi je trouve que c'est un peu comme c'est un peu des néo-missionnaires, les RG. C'est comme nous, on est un peu les néo-ruraux, c'est un peu les néo-missionnaires parce que dans leur esprit, il y a des gens là qui font pas exactement comme tout le monde fait et on va on va leur faire peur, quoi. Et puis ouais, c'est néo-missionnaires et puis avec des mots, ils nous font peur et puis ils nous conditionnent et puis ils nous disent attends, ceux-là là, qui bouffent les graines germées, qui fument le soja là, ils vont avoir du temps à faire leur yoga en garde à vue là. Donc c'est un peu ça, quoi, qui se passe. Et de ça, ça me fait penser, moi, à la colonisation par le verbe. Je sais pas, il faut que je vous parle de ce concept-là, parce que, comme je vous l'ai dit, mon copain, le papa de mes 3 premiers enfants, est réfugié politique vietnamien. Puis au Vietnam, il s'est passé une chose bizarre, pour vous dire comment les mots, comment les langues, comment l'écriture est importante. Au Vietnam, en 1918, c'est l'alphabet latin qui s'est imposé. Avant, les Vietnamiens, depuis 1000 ans, ils écrivaient leur langue avec des idéogrammes. Alors c'est vrai que ça me touche particulièrement parce que je l'ai appris de vive voix, ça, de mon compagnon. Ils écrivaient avec les idéogrammes. Et puis la colonisation aidant, les missionnaires, quand ils sont arrivés là au Vietnam, ils n'avaient pas réfléchi que les idéogrammes, ils n'y connaissaient rien, quoi. Puis un missionnaire qui se sent con dans un idéogramme, il essaye de se sentir moins con après. Et par contre, il avait ordre d'enculter très vite les sauvages, occulter, je ne sais pas si ça existe, occulter. C'est amener au culte catholique, d'accord? Enculter, donner le culte catholique. Donc ils avaient ordre d'enculter très vite les sauvages, là, comme disait Ferry, et pour ce faire, il fallait qu'ils se démerdent mieux que ça avec la langue, quoi. Et pour l'apprendre plus vite, ils se sont dit, tiens, on a une solution, on va mettre l'alphabet latin, comme ça. Déjà, ça empêchera les indépendantistes qui, eux, utilisaient l'alphabet, les idéogrammes, c'était des érudits qui utilisaient les idéogrammes pour faire passer leur info, tout ça. Et puis, ça va aussi faire plus vite des interprètes pour nous. Comme ça, on arrivera plus vite à les évangéliser. C'est la raison pour laquelle le vietnamien est devenu une écriture française, latine, quoi. Et quand lui me raconte ça, il me dit que ça a pris 2 générations pour les Vietnamiens pour se remettre de ce changement, quoi. Vous imaginez, nous, déjà, le mal qu'on a eu à passer à l'euro. Si d'un coup, on passe à un autre alphabet, ça va être terrible, quoi. Et puis, voilà, donc c'est vraiment important. La langue, l'écriture est importante. Et puis, chez les Turcs, par contre, ça a fait l'inverse. Les Turcs, c'est Mustafa Kemal. Lui, c'est un peu plus tard, en 1928, il a décidé d'imposer l'alphabet latin à son peuple
pour symboliser la rupture avec l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui était, dont la religion d'État était l'islam sunnite. Donc il a dit, on va bien montrer qu'on se sépare, qu'on rend notre peuple laïque, voilà, notre pays veut être démarqué de cette religion-là, et on va adopter pour notre langue l'alphabet latin. C'est pour ça que le turc a effectivement des consonances arabes, mais s'écrit avec des lettres latines. Alors, dans ce sens-là, voilà, c'est le pays qui a choisi, dans l'autre, c'est pas le pays qui a choisi. Alors, ça fait réfléchir, ça, parce que les mots, ouais, c'est vrai, c'est vraiment important. On devrait vraiment réfléchir beaucoup à l'histoire de la langue d'un peuple et d'écriture d'un peuple pour en apprendre plus, quoi. Alors, quand même, ces écritures-là, il y a une langue qui ne s'écrit pas dans le monde. Il y a 400 millions de personnes qui n'écrivent pas leur langue, qui ne l'ont jamais écrite. Il y a eu des tentatives, mais 400 millions de personnes, bah, c'est les sourds, ils n'ont pas d'écriture pour leur langue. Pourtant, c'est beau, regardez, politique. Vous savez comment on signe politique? Caresser dans le sens du poil, flatter. Hein? Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Hein. Regardez aussi, il y a un truc vraiment super. Travail. D'accord? Travail. Et puis alors, vous avez punir. Hein? Moi, je trouve que c'est fort, ça. Donc, bah, travail, ça vient de tripalium, vous savez, vous savez pas peut-être. Travail, ça vient de tripalium, et tripalium, c'est un instrument d'immobilisation pour un cheval quand on le fait et tout ça, ou un outil de torture, un instrument de torture. Donc les sourds, ils ont pigé tout ça, bam, bam, punir, travail. Donc cette langue, elle n'a pas d'écriture, et c'est bien dommage. Alors, là encore, si Mathilde refuse, casse tous ses crayons, bah c'est encore la faute à Jules Ferry. Mathilde, c'est la petite fille d'une amie en Creuse. Mathilde est devenue sourde à 6 mois. Elle n'a pas de souvenir du tout du son. Puis Mathilde, elle a 8 ans quand sa mère me dit « Oh là là, mais c'est terrible, à son institut, ils ne savent plus quoi en faire. » Mathilde, dès qu'elle voit un crayon, elle se jette dessus, elle le casse, elle bousille. Enfin, Mathilde, elle a été traumatisée à l'apprentissage de l'écriture, du français, d'une langue vocale. Parce que, ben voilà, oui, Mathilde ne comprend pas, quand on passe de sa langue à l'écrit, ça ne ressemble plus. Elle doit traduire. Et c'est difficile pour un tout petit comme ça de lui dire, bah, regarde, la traduction, c'est un concept qui est... Non, déjà, on maîtrise bien sa langue, et puis après, on peut traduire. Mais là, maîtriser sa langue et traduire tout de suite, elle n'a jamais décrit, donc c'est très difficile. Mathilde, elle casse tous les crayons. Puis moi, je parle à Valérie, mais je lui dis, mais c'est peut-être normal, elle n'a peut-être pas compris à quoi servait l'écriture. Comme là, c'est des sons qu'on écrit, puis qu'elle, c'est ses mains qui font la forme. Et il faudrait peut-être lui expliquer, par l'écrit de son écriture, à quoi sert une écriture. Et là, je rentre chez moi le soir, je cogite et je me dis, bon, moi je suis conditionnée, je suis conditionnée par l'apprentissage, enfin par ma vie, enfin l'habitus, vous voyez, donc on ne remet pas beaucoup de choses en question dans mon milieu familial. Et puis à l'école, on m'a toujours appris que quand j'écrivais, c'était des sons, c'était des graphèmes. Alors il faut que je me sorte de ça, je mets une bonne partie de la nuit à me dire, mais attends, les idéogrammes chinois par exemple, ils représentent bien plutôt des symboles que des sons. Pourquoi on n'écrirait pas la silhouette de la main pour expliquer à Mathilde à quoi sert l'écriture? Et puis c'est ce que je fais. Alors la nuit, je cogite et puis je signe devant mon miroir comme ça. Puis après, je trace les bords et puis voilà, les premiers signogrammes arrivent comme ça. Et le lendemain matin, je dis, ah oui, mais c'est ça. Voilà. Je cours chez Mathilde et puis je lui dis, bonjour Mathilde, regarde, je me mets un gant en latex, je trace dessus. Puis je dis, regarde, tu peux écrire. Regarde, ça c'est bonjour. Je fais le petit mouvement. Je dis, bonjour, c'est ça dans ta langue. Tac, tac. Et puis je dis, regarde, on peut même écrire ton prénom, Mathilde. Mathilde, c'est ça. Enfin, c'est pas Mathilde, c'est pas toutes les Mathildes qui s'appellent comme ça. Je vais vous expliquer après la queue.
Quoi, ils ont... Mathilde, c'est ça, donc je trace les traits, puis je fais tourner comme ça. Et Mathilde, elle me prend le crayon. Je dis merde, elle va bousiller. Bah non, Mathilde, elle prend le crayon, puis elle regarde sa main, puis elle me demande de porter le gant, et puis elle trace le même signogramme, le premier signogramme. Waouh, je dis, hein. Puis elle continue. Puis Mathilde, elle refait, puis bonjour Mathilde, bonjour Mathilde. Et puis à la fin, moi je lui dis, bah regarde, bonjour, ça, c'est dans ma langue des oreilles. Et elle, intriguée, eh ben, elle a écrit son premier mot de français vocal là. Donc elle a fait le lien entre ce qu'elle avait, entre l'écriture, et je lui dis ça, tu vois, c'est la langue aussi de ta maman. Donc elle a compris qu'elle pouvait aussi apprendre la langue de sa maman. Et après, Mathilde, elle s'est mise à écrire pour son institut, tout ça, elle n'a plus qu'assez de crayon. Donc je me suis dit, c'est bon. D'où après le jeu, machin, l'inspection académique, enfin tout. Il n'y a pas beaucoup de témoignages de vie des sourds. Il n'y a que les sourds érudits qui savent très bien manipuler le français, enfin les langues vocales qui écrivent. Mais les sourds, ils ont une autre façon de penser. Leur pensée se fabrique à partir du visuel. Donc quand ils vont vouloir décrire une chose, leur syntaxe même en langue des signes, c'est une syntaxe qui part du plus large au plus précis. C'est-à-dire, on va vous dire nuit, maison, vous voyez en plus, salon, moi, lire. Hein? Alors qu'en français, on dit, moi, je lis le soir dans le salon, c'est complètement... Donc la syntaxe ne correspondant pas, ils ne sont pas à l'aise avec la langue des signes. C'est vraiment une culture, parce que leur capacité cognitive est complètement différente de la nôtre. Mais ça, on ne pouvait pas le mettre en évidence avant presque maintenant, quoi. Hein, dans les siècles passés, on disait non, mais c'est un bonnet, il ne sait même pas s'exprimer. Voilà, c'est hop, hôpital psychiatrique. C'est vraiment une culture. En plus, ils ont ça de commun avec les natifs, avec les natifs amérindiens que j'adore. Quand il naît, un sourd, il a un nom signé. Son prénom, voilà, on s'en fout, il a un nom signé. Alors pour les plus vieux sourds, c'est différent, ils ont un numéro. C'est le numéro qu'ils avaient dans le dortoir des instituts catholiques, vous savez, où ils devaient... Donc ils ont un numéro, les vieux sourds, jusqu'à à peu près la cinquantaine, là, en ce moment, ils ont un numéro. Alors que les plus jeunes sourds ont un nom signé. Et par exemple, il y en a un qui s'appelle comme ça. C'est Massieu, c'est un sourd célèbre. Il s'appelle comme ça parce qu'il avait une montre à gousset. Puisqu'on a retenu de lui, c'est qu'il sortait sa montre à gousset souvent. Il était souvent en retard, sûrement. Donc il sortait sa montre. Il y en a d'autres qui ont moins de chance, ils s'appellent comme ça. C'est les deux poches vides, quoi. Alors lui, on souhaite qu'il change de signe. Parce qu'au fur et à mesure de leur vie, les sourds, ils peuvent changer de signe. Par exemple, j'ai une copine sourde. Et elle a été connue, elle a été baptisée... C'était parce que c'est la première actrice sourde qui a montré ses seins sur scène. Bon, après, elle a voulu changer. Hein. Donc maintenant, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est petite, en fait. Mais il y a beaucoup des sourds qui s'appellent... Sarko aussi s'appelle comme ça. Et Sarko, il a d'autres... Il a ça aussi, ça. Soit les sourcils, soit les cornes. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une culture. C'est une culture parmi notre... qui vit parmi nous et qui est très mise à côté. Il n'y a pas de volonté politique, en fait, d'enseigner la langue des signes en France, en ce moment, du moins. Ça monte, on commence à... Voilà, si vous demandez, on peut peut-être faire une section langue des signes dans telle ou telle université ou des formations, voilà. Mais l'enseignement, pour l'instant, n'a pas encore saisi les rênes de ça. Parce que ça pose des problèmes, parce que les examens se passent à l'écrit en général, puis comme la langue des signes n'a pas d'écrit, bah, les profs ils se sentent tout court devant une langue qui ne s'écrit pas. Alors si on signait tous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on signait tous dès la maternelle, déjà, on serait vachement mieux latéralisé, parce que ça fait drôlement travailler, cerveau droit, cerveau gauche. Donc on serait... Peut-être les garçons seraient un peu moins machos, les filles seraient un peu plus manuelles, parce que la latéralisation, c'est bon.
Et puis on sera à l'aise, parce que la langue des signes, vous savez, on donne son expression. Hein, quand on dit j'aime, alors j'ai essayé de le faire avec le micro. Vous voyez, il faut pas j'aime comme ça, quoi. Parce que si vous êtes j'aime comme ça, c'est vous avez les moyens, quoi. Vous voyez. Et j'aime pas, c'est j'aime pas. Alors vous avez mignon aussi, ou mignon, c'est mignon. Puis pas mignon. Hein. Vous voyez, donc l'expression du visage, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'adore cette langue. Si on signait tous, eh ben, il y aurait des toubibs, des épiciers, des syndicalistes là, qui signeraient, enfin, des entendants hein, qui signeraient, puis on n'aurait plus besoin de parler d'intégration, le sourd qui va. Non, intégration. Ça, c'est nous, ça. Vous voyez, on peut aller vers. Enfin, moi, j'adorerais ça parce que j'adore cette langue. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passerait aussi si on maîtrisait tous la langue des signes? Et imaginez au ciné, là. Bon, attends-moi 5 minutes, je vais pisser, quoi. Ah, on n'est pas obligé d'informer toute la salle. Et voilà. Voilà, dans les usines, on a des bouchons d'oreilles. Moi, j'ai vu ça. Hein, là où on veut, là où c'est très bruyant, et la langue des signes peut faire baisser le taux d'accident de travail. Ça peut intéresser les chefs d'entreprise. Parce que dans la bouchon d'oreille, hop, il y a le collègue qui est là, tu vois. T'es prêt à faire la pause café avec nous? On y va ensemble. Et voilà, vous êtes quitte de faire des allers-retours, c'est très pratique. Le bébé senior, le gamin, il vous demande tu changes ma couche, mais dépêche-toi. Le s'il vous plaît, il vient plus tard. S'il te plaît, il vient plus tard. Donc, change ma couche. Voilà, c'est tout simple. Le bébé, il le fait très vite. Je veux un gâteau. À 5 mois, les bébés, ils peuvent vous dire je veux un gâteau. Quoi. Ou bien, fais-moi téter. Pour vaincre tous ces silences-là de minorités, d'individus, tout ça, qu'est-ce qui serait bon de faire en fait? Qui est plus minoritaire qu'un individu? Et je pense que chacun, aujourd'hui, pour vaincre tout ça, pour briser des silences, devrait réfléchir à la manière dont il peut reprendre son pouvoir. Parce que j'ai réfléchi au mot anarchie. En fait, on est tous des anarchistes. Il me semble que oui, parce que dans la définition anarchiste, dans sa racine, c'est A, privatif, et arché, pouvoir. Donc on est tous, plus ou moins, enfin je sais pas, une majorité d'entre nous qui sont privés de pouvoir, quoi. Privés de pouvoir politique, pouvoir personnel, oui, mais pouvoir politique, machin. Donc anarchie, c'est bien. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'on est dans une conarchie absolue? Conarchie, con avec, archi, pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir sont-ils des conarchistes? Moi, je pense qu'on est dans une conarchie absolue. Une conarchie qui nous a fait croire que c'est la bourse qui fait l'homme. Et ça, c'est des mots qui nous ont fait croire ça. Conarchie, c'est un mot de langue de feu. C'est un concept intéressant qu'on a mis en évidence, qui a été créé. La langue de feu, ce serait... Alors dans l'idéal, après ceux qui veulent participer à la recherche, ils le font. La langue de feu, ce serait une langue qui, en passant par la langue des signes pour retrouver la force intérieure à mettre dans les mots, pourrait cramer la langue de bois. Vous voyez? La langue de bois, c'est le bois. La langue des signes, c'est l'air qui souffle sur... Et bon, on fait... Alors, voilà, conarchie, ce serait un mot de langue de feu, quoi. On dit vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis, on y met du cœur. Voilà. Et c'est faire passer ses sentiments et ses émotions dans ce qu'on a dit. Retrouver le pouvoir de nos mots à nous. Arrêter d'aller galvauder des mots qui ne veulent plus rien dire, quoi. Et donc, on nous a fait croire avec des mots à la con comme ça, pas comme conarchie, avec des mots de langue de bois, que la bourse faisait l'homme. Mais la bourse fait l'homme, ouais, c'est ça. Hein. C'est TF1 qui nous fait croire ça, c'est les banques, c'est tout. Hein. La bourse fait l'homme, mais ce qui est le plus grave, c'est que c'est l'homme lui-même qui tient les cordons de la bourse qui l'étouffe, quoi. Et là, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Hein. Enfin, ici, il y en a un pour moi, il y a un espoir. Un espoir, c'est le phénomène du centième singe. Le phénomène du centième singe.
me détends encore plus. Donc là. Le phénomène du centième singe, c'est Ken Case qui m'a redonné cet espoir-là quand j'ai découvert cette étude scientifique qui a été faite dans une île du Japon. Il y a une colonie de singes qui s'appelle le Macaca fuscata. Macaca fuscata, il est étudié depuis de 1952 à 1958 au Japon. Et les scientifiques les nourrissent de temps en temps avec des patates douces. Les patates douces, ils les jettent sur le sable. Puis les singes, ils se bouffent du sable, quoi. Mais il y en a une petite macaque, plus futée que les autres. Elle prend sa patate, elle regarde, elle en a marre de bouffer de la grenaille, là. Et il y a un petit ruisseau, et elle a vu qu'en remuant sa patate dans l'eau, c'était quand même plus agréable. Puis la mère de Imo, elle s'appelle Imo, cette petite macaque. La mère d'Imo, elle la garde faire. Et puis elle veut faire comme elle, ça a l'air de marcher, quoi. Et Imo montre à sa maman comment faire. C'est bien d'apprendre d'un jeune, hein. Puis la mère, elle lave sa patate. Et puis les copines d'Imo lavent leurs patates. Et puis les parents des jeunes lavent leurs patates. Il n'y a plus que les vieux célibataires qui n'ont pas de môme qui bouffent de la grenaille, quoi, qui bouffent de la caillasse. Alors, puis petit à petit comme ça, il y en a de plus en plus. Et puis on suppose qu'au centième, parce qu'on ne sait pas exactement, on dit le centième singe, ça pourrait être le 98e. Machin. Bref, au bout du centième singe, il y a toute la communauté, y compris les vieux grincheux, qui se sont mis à laver leurs patates. C'est comme si le centième singe avait fait, voilà, c'était additionné, avait fait une poussée scientifique, une percée scientifique, quoi. Et là, les savants, ils se regardent comme ça, enfin les savants, on dit les savants, ils se regardent et puis ils trouvent ça bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'autre équipe de chercheurs qui était à l'autre bout, en traversant la mer, là, sur le continent, eh ben, ils ont vu d'un coup toute leur colonie laver leurs patates. Et alors là, ils sont quoi? Ils se sont dit, il n'y a pas de portable. Enfin, là, ils ne savent pas, les macaques, servir d'un portable. Et donc voilà, ça reste interrogatif. Ça s'appelle le saut. On appelle ça, les physiciens quantiques appellent ça le saut quantique. Ben ça me donne de l'espoir parce que moi, vous voyez, moi, j'aimerais pas que dans 40 ans, il y ait une petite jeune dame qui me téléphone et puis qui me dise Madame Pierrat, vous pourriez nous parler de la langue des signes et puis de l'écriture que vous avez mise au point. Et j'aimerais pas devoir lui répondre écoutez, la langue des signes, ça n'existe plus, ça fait belle lurette. Et puis l'écriture, ils n'en ont pas voulu. Alors, pour que ça n'arrive pas, à quand le centième smiler, c'est le nom de la méthode, à quand le centième gesticulant qui brisera un autre silence? Ça vous plaît. Allez, ramène ta fraise, évite de critiquer, écoute plutôt le message qu'on a à te donner. Y a de la grenaille sur le pavé, nous ce qu'on veut plus c'est défiler dans les couloirs autorisés. Nous on voudrait gesticuler, rapport à la vraie vérité, pas celles qui veulent nous faire bouffer sur un plateau télévisé. Là les tréteaux de Vincennes, on va pas se laisser démonter. Ouais je sais, je me répète, mais les tréteaux de Vincennes méritaient d'exister. Oui, il méritait d'exister. Y'a la grenaille sur le pavé, mec t'en prendras plein la poire. Ouais nous on veut devoir causer toi et s'autoriser à rêver que demain sera pas comme aujourd'hui, qu'on devra déjà tout réinventer pour sortir de leur voie tracée. Y'a la grenaille sur le pavé, la mauvaise graine ça pousse partout, ça pousse même entre les pavés. On sera jamais homologué, dans leur bordel labellisé, prévu pour notre sécurité, par les lobbies conventionnés. On veut pas être piqué pucé, on veut pas être piqué pucé.
grenaille sur le pavé, plein les tréteaux de Vincennes. Y'a la grenaille qui est dans la rue. Si on ferme notre gueule, on est foutu. Si on ferme notre gueule, on est foutu. La grenaille ça veut décider en dehors des institutions, de la grande fabrique de moutons, qu'on endort à coups de téléthon, puis qu'on réveille à coups de bâton, de la domination du marché, la paire n'esquive pas le danger, tu vas trouver la chepéreille, c'est nous la grenaille sur le pavé, si tu veux tu peux nous causer de tout ce que tu n'as pas pigé, et de ta vie que tu crois rater, on n'est pas là pour se toiser, chez la grenaille ni au pavé, on n'est pas là pour se toiser. La rigueur ça fait mal au bide, on n'en veut plus leur loi pourrie qui casse les couilles quand on s'aigrit. Faut manifester à Bercy pour dire au nom de la liberté et au nom de la vraie vérité qu'on n'est plus en démocratie, qu'on n'a même plus envie de voter. Cette société on n'en veut plus, que cette société on n'en veut plus. Moi c'est Tony, je dis que l'esclavage c'est pas fini, je suis le fils de vos colonies. Qui peut se retrouver à Roissy, billet payé, rentre au pays, Jules Ferry c'est mon pire ennemi. C'est quand même ici que j'ai grandi, mais que c'est le moment d'y aller. Y'a de la grenaille qui est dans la rue, on est peut-être pas encore foutu, on est peut-être pas encore foutu, on est peut-être pas encore foutu. Allez vas-y, allez vas-y.